va déjà peut-être commencer par déterminer c'est quoi un établissement recevant du public, un ERP, hein. On entend souvent évidemment cet élément-là, mais c'est quoi au bout du compte un ERP? Donc ce sont tout simplement des bâtiments, hein, des enceintes qui vont accueillir des personnes extérieures. Donc ça peut être enfin, gratuit, c'est pas forcément payant, et donc ça, on le voit bien, hein, ça entraîne un certain nombre d'établissements, enfin ça prend en compte un certain nombre d'établissements, que ça va de la mairie au commerce, à l'église, voilà. Et sur ces établissements-là, on va avoir des exigences réglementaires. Donc ces exigences réglementaires, elles ne s'appliquent pas uniquement pour les ERP, hein, vous le voyez à l'écran. Vous avez la même chose sur les bâtiments d'habitation, avec l'arrêté du 31 janvier 86. Vous allez avoir également les immeubles de grande hauteur avec l'arrêté du 30 décembre 2011 et beaucoup d'autres établissements. On ne va pas tous les faire, mais également dans les bâtiments recevant des travailleurs, on l'abordera peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc, toutes ces réglementations-là, ces normes-là, qui sont complexes, souvent en France, on râle, hein, contre ces normes. Néanmoins, on peut aussi considérer, en tout cas en réglementation incendie, que ces normes ont quand même permis et permettent d'éviter un certain nombre de cas graves et de faits dramatiques. On peut aussi considérer, malgré ce que l'on disait, il y a un départ de feu toutes les 2 minutes en France, mais ça reste très, très ciblé. On n'a pas de faits graves. Donc on peut considérer que ça contribue, hein, ces exigences-là contribuent à limiter le risque et à avoir un niveau de sécurité relativement satisfaisant. L'objectif quand même de toute cette réglementation-là, c'est d'éviter ce qui se passe, comme vous le voyez à l'écran, sur un feu généralisé. Et là, on comprend bien que l'usager, l'exploitant ne peut plus rien faire. Et donc là, c'est les services de secours qui vont intervenir et mettre en œuvre les moyens nécessaires. Et l'objectif de toute cette réglementation, de ces normes, hein, comme vous l'avez compris, c'est d'éviter cela. Alors, la réglementation, elle n'est pas arrivée comme ça, notamment sur les ERP, n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Il y a eu des cas graves, hein, au cours du XXe siècle avec des sinistres importants qui ont engendré la création, l'élaboration de règles, ce qui a conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais vous voyez à l'écran, je veux dire, c'était des cas graves, des incendies graves, parce qu'il n'y avait pas de réglementation, ou très peu de réglementation. Et il y avait aussi des dérives constatées lors de ces cas graves. C'est pour ça que l'administration, elle a élaboré un certain nombre de règles. Donc, elle est très regardante, notamment sur ces ERP. Donc, on a quoi? On va avoir une réglementation, on va y revenir, mais une réglementation qui est importante. On va avoir un suivi rigoureux de l'administration, donc avec les commissions de sécurité, où les membres de cette commission de sécurité vont visiter un établissement, vont examiner un certain nombre de documents, vont faire un certain nombre d'essais. Donc ça, c'est le suivi rigoureux de l'administration. Vous avez aussi le fait que, lors de travaux de réaménagement, vous allez devoir déclarer ces travaux. Donc on ne fait pas n'importe quoi, on ne modifie pas n'importe quoi. En tout cas, il y a un process qui est en place et qui existe. Et ensuite, vous avez le pouvoir de police, hein, du maire notamment, qui lui peut contraindre à certains travaux, à certaines mises en sécurité, mais également qui peut assurer une fermeture administrative. L'établissement peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture qui interdit tout simplement l'accès au public. Et dans le cadre de ces commissions de sécurité, hein, elles vont émettre un avis favorable ou défavorable. Et le défavorable, eh bien, l'exploitant, le propriétaire, doit gérer cet avis défavorable qui a des conséquences. Les conséquences, c'est par exemple la prime d'assurance qui va augmenter. C'est par exemple des travaux de mise en sécurité à réaliser. Donc vous voyez que tous ces outils qui sont à disposition de l'administration permettent justement une surveillance et une exigence particulière de ces établissements en regardant tout simplement et découlant de cette réglementation en fonction du nombre, enfin du type plutôt d'activité. Je précise, le type d'activité, c'est vraiment ce qui fait la base d'un établissement recevant du public. On va le voir après tout à l'heure, mais vous avez donc tout type d'établissement, que ce soit l'hôtel, hein, le type O,
U, P, enfin, il y en a tout un nombre, les magasins, le type N, enfin M, pardon, les restaurants, etc. Donc, vous avez un type de RP qui, dans le règlement incendie, qui exige et qui impose certaines règles. De la même manière, vous allez avoir un classement, ce qu'on appelle en catégorie, un classement de ces établissements en fonction du nombre de personnes que l'on reçoit. Vous allez aller de la première catégorie jusqu'à la cinquième catégorie, la première catégorie étant la plus contraignante. Ça veut dire que dans le règlement de sécurité, on ne va pas, ce qui est assez normal, on ne va pas exiger la même chose d'un première catégorie ou d'un cinquième catégorie. On ne va pas traiter un hôpital en établissement de soins avec des locaux à sommeil et autres, comme l'établissement et la boulangerie à côté de chez vous, qui est un établissement de cinquième catégorie. Donc toutes ces règles-là, toutes ces exigences-là, toutes ces nuances aussi, on les retrouve dans le règlement de sécurité. Règlement de sécurité avec l'arrêté du 25 juin 80 donc, que vous voyez à l'écran, qui lui détermine vraiment et c'est un confort hein, aussi pour le concepteur, même pour les exploitants, pour les gestionnaires. C'est-à-dire que ces réglementations-là, et notamment les dispositions générales, vont tout évoquer. Ils vont évoquer l'accessibilité, ils vont évoquer la stabilité au feu de l'établissement, les installations électriques, enfin, tout est balayé. C'est assez d'ailleurs facile pour le concepteur ou même pour l'exploitant. C'est-à-dire que tout est tracé, tout est notifié et finalement, il n'a plus qu'à suivre. Bon, j'exagère un peu, hein, mais globalement, c'est ça. Hein, il n'a plus qu'à suivre ce qui est notifié dans ces documents-là avec les dispositions générales, comme je l'indiquais, et ensuite les dispositions particulières. Les dispositions particulières, c'est ce que vous allez appliquer à votre établissement, c'est-à-dire que de la même manière que je l'évoquais tout à l'heure, eh bien le restaurant, le restaurant, hein, le type N, ne va pas être traité de la même manière qu'un type U, un établissement de soins. Donc, il fait, dans ces dispositions particulières, il aborde justement les spécificités de ces types d'établissements. Donc c'est un cadre, vous le voyez, un cadre précis qui définit clairement vos exigences. Et donc ces exigences-là, en termes de suivi, donc on évoquait les commissions de sécurité, on évoquait le fait aussi de devoir déposer, dans le cadre de la gestion de ce type d'établissement, de devoir déposer un dossier de travaux. Donc nous, on est relativement sollicité hein, lors de travaux pour établir une notice de sécurité, pour constituer les plans, pour constituer le dossier de sécurité qui sera transmis ensuite à l'administration. L'administration ensuite donne un avis sur les travaux et l'exploitant, hein, le gestionnaire, doit ensuite après les travaux, faire établir par un organisme agréé ce qu'on appelle un rapport de contrôle technique, hein, un rapport de fin de travaux. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des exigences importantes sur... C'est le RFCT, là, c'est voilà, c'est le RFCT, le rapport final de contrôle technique, Ah oui. exactement. Et donc c'est Ça, il est fourni par un bureau d'études. par un bureau, par un organisme agréé, Oui. Veritas, Socotec, l'APAV. Donc ça, c'est à la fin des travaux. Et de la même manière, on va avoir sur les vérifications réglementaires, donc les RVRE, hein, pour l'expliquer, un rapport de vérification réglementaire en exploitation. Donc ça, c'est dans le cadre de l'avis de l'établissement. Et donc de la même manière, l'exploitant doit produire ces documents, doit demander à l'organisme agréé d'effectuer ces documents. Donc vous voyez qu'à travers ça, à travers ces exigences-là de réglementation, on arrive sur des choses assez complètes et assez importantes en termes de suivi. J'imagine que si, je reviens sur la précédente diapo, Jean, c'est s'il manque un document ou un avis n'est pas donné, c'est fermeture de l'ERP, c'est ça aussi, non? Alors, c'est pas fermeture Non? de l'ERP, mais en tout cas, mais pourquoi pas, hein, on peut imaginer que dans le cadre d'un rapport final de contrôle technique, vous n'ayez pas ce document-là, donc pour réceptionner, pour prononcer la conformité des travaux, et ça peut être un point vraiment bloquant lors d'une commission de sécurité, mais surtout, alors on en a moins parlé, mais surtout lors d'une ouverture. C'est-à-dire, quand je dis une ouverture, c'est-à-dire que on a déposé un dossier, on a ouvert un établissement, quel qu'il soit, et on doit obtenir ce document. Et la commission, alors pour certains établissements, pas pour tous, mais la commission vient
ouvrir, réceptionner, donner le feu vert pour que le public puisse arriver. Et si on n'a pas ce document-là, ça peut être effectivement bloquant et on n'ouvre pas l'établissement. Mmh. Donc, ce sont, et en règle générale, ça reste des éléments soit indispensables dans le cadre, comme on l'expliquait là, d'une ouverture, ou soit nécessaires, et en tout cas réglementaires, dans le cadre de la gestion au quotidien. Donc après, vous avez dans la continuité de ces exigences-là, et on en parle un peu moins, on va balayer rapidement ce qu'on appelle la protection passive et la protection active, hein, c'est des éléments de sécurité, mais on va balayer aussi, enfin évoquer la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est finalement se dire qu'au quotidien, et là on est plutôt dans la gestion quotidienne, hein, au fil du temps, au quotidien, les exploitants, et nous on le voit souvent lorsqu'on prépare les commissions de sécurité, lorsqu'on intervient en conseil chez nos clients, on voit souvent, par exemple, bien dans des magasins ou autres, hein, où on fait pas forcément de la prévention. On vérifie pas forcément que les dégagements, enfin que le personnel ne vérifie pas que les dégagements ne sont pas obstrués. On ne sait pas, en posant les questions, comment est organisée la sécurité incendie dans l'établissement. Ils peuvent manquer de consignes, par exemple. Alors, on a des consignes générales, mais ce que je veux dire, c'est l'important, c'est de savoir comment est organisé l'établissement. C'est-à-dire, pour reprendre un exemple assez précis qu'on a eu, nous, c'est de dire, d'être posé la question au directeur de l'établissement en disant comment vous êtes organisé, quels sont les cadres de permanence lorsque vous avez un événement qui se produit, qui vous appelez, dans quelles conditions, qui effectue les levées de doute et autres. On n'a pas forcément, et on se trompe souvent sur ça, on n'a pas forcément toujours des agents de sécurité incendie. C'est imposé dans certains cas, mais pas tout le temps. Quelquefois, ça reste le personnel qui est sensibilisé, qui doit être formé et qui assure quand même ces levées de doute. Donc l'importance, c'est de pouvoir dire comment je suis organisé, comment j'évacue, est-ce que je suis à l'écoute si on en a des agents de sécurité. Donc tout ça, ça doit être tracé parce qu'on peut avoir les meilleurs, on va revenir là sur les équipements de sécurité, on peut avoir les meilleurs équipements de sécurité si derrière, et on a des faits précis, hein, des faits divers, si derrière c'est mal géré, mal exploité, ça ne sert strictement à rien. Donc d'où l'importance, on n'en parle pas forcément souvent, mais de la prévention et du suivi qui doit être mis en place dans le cadre de la gestion de ces établissements. Ça va être aussi le cas d'ailleurs pour d'autres établissements. Là, on focalise sur l'ERP, mais on va rencontrer les mêmes choses en code du travail ou autre. L'autre point, et on va en reparler tout à l'heure, l'autre point, c'est aussi de pouvoir dire, alors j'ai perdu le fil parce que normalement il y avait un slide supplémentaire, mais j'ai dû l'oublier. Donc l'autre point, c'est la protection passive. Donc la protection passive, c'est tout simplement ce qui constitue la colonne vertébrale de l'établissement, hein. C'est la structure, c'est le bâti. Alors évidemment, ça, c'est pas modifié. Ce n'est pas, sauf en cas de travaux majeurs, ce n'est pas remis en cause lors même des visites de commission de sécurité, mais il faut quand même, en tant qu'exploitant, en tant que gestionnaire, identifier cela. C'est-à-dire que si on modifie certaines structures, si on modifie les menuiseries, alors évidemment, on fait appel en général, on a un architecte, on a un bureau de contrôle, mais n'oublions pas en tant qu'exploitant, par exemple, de penser à bien s'assurer que la réaction au feu est la bonne, mise en place, etc. Donc ça, ce sont des éléments importants, on y touche rarement, mais ça constitue la colonne vertébrale de l'établissement. Ensuite, vous rentrez, alors c'est la diapo que je cherchais tout à l'heure. Alors on parlait de l'accessibilité des secours et de la protection passive. Effectivement, la protection passive, l'accessibilité en fait partie. C'est-à-dire que si demain je ferme certains accès à mon établissement, si je décide de clôturer pour X raisons, ou si je décide d'aménager un espace à l'extérieur, je prends en considération le fait qu'à l'origine, dans les dispositions constructives, on avait un espace dédié peut-être aux pompiers, et donc ça, il faut y penser lors de réaménagement. Ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle la protection active, c'est-à-dire c'est ce qui compose tous les éléments de sécurité. Donc on va retrouver le SSI, et Patrice Castro va vous en parler plus spécifiquement du SSI, mais on va retrouver tous les autres équipements.
les colonnes sèches, donc qui permettent aux pompiers de mettre en œuvre, d'amener l'eau finalement au niveau concerné. Donc un élément important qui doit être entretenu, qui doit être vérifié, donc entretien annuel. De la même manière, vous allez retrouver les réseaux d'incendie armés que vous rencontrez beaucoup, notamment dans les centres commerciaux. Donc ces éléments-là, ce sont des équipements de sécurité et qui rentrent dans le cadre de la protection de ces bâtiments. Comme le réseau sprinkler, que vous allez rencontrer plutôt en parc de stationnement ou dans les centres commerciaux, et qui est une installation complexe, d'ailleurs complète au sens vraiment du terme, hein. C'est-à-dire qu'on a des contrôles qui sont annuels, qui sont semestriels, on a des essais hebdomadaires. Donc un élément essentiel, alors pas toujours présent, il est vrai, dans les installations. Aujourd'hui, on en parle, enfin dans les bâtiments. Aujourd'hui, on en parle un peu plus parce que l'arrivée des IRVE, c'était évoqué tout à l'heure, hein, eh bien dans certains cas, pour les parcs de stationnement, ça peut entraîner et engendrer la nécessité de mettre en place un réseau sprinkler. Donc élément vraiment important pour limiter la propagation de l'incendie. Puis après, vous rencontrez les éléments plus classiques qu'on voit partout, hein, les blocs secours pour permettre aux usagers d'évacuer en toute sécurité, notamment en cas de coupure de courant, et les extincteurs avec les contrôles annuels qui sont répartis donc dans votre établissement. L'important aussi, il faut bien prendre en compte que c'est que ces éléments-là, notamment pour les extincteurs, le personnel, hein, de ces exploitants, de ces exploitations, eh bien, il faut qu'ils soient formés. Parce que si on a des extincteurs, on ne sait pas les utiliser, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc ça, c'est un élément aussi important. Donc vous voyez que, et je finirai là-dessus, hein, que pour ces ERP, on a de réelles exigences, aussi bien des exigences administratives, hein, c'est vraiment heu, les règlements, incendies qui sont là, qui imposent un certain nombre de règles, qui sont toutefois bien réparties. Je dirais, comme je l'indiquais tout à l'heure, on ne va pas traiter le première catégorie de la même manière que le cinquième. Ensuite, la nécessité de suivi. Comme je l'indiquais, les rapports des organismes agréés qu'il faut lire. Alors souvent, nous, en préparant ces commissions de sécurité, on se rend compte que eh bien, les gens ne lisent pas les documents. Ils reçoivent, les exploitants reçoivent ces éléments, ils les mettent au dossier, mais sans forcément les lire. Ce qui peut avoir de graves conséquences. C'est-à-dire que l'organisme agréé, quand il indique qu'il a fait un contrôle électrique partiel, il peut y avoir de réelles conséquences. Ou alors qu'il n'a pas pu rentrer dans certains locaux parce qu'il n'avait pas les clés. Il peut y avoir de réelles conséquences. C'est-à-dire que demain, il y a un sinistre. L'assureur, la première chose qu'il fera, c'est de prendre le document et de l'analyser, et il dira: «Bah, écoutez, vous n'avez pas laissé l'accès, et ça peut être vraiment préjudiciable». Donc vous voyez qu'il y a aussi, ces points-là, il y a aussi une vision importante, comme je l'indiquais, de l'administration, hein. Je ne reviendrai pas dessus, mais elle a un regard particulier et porté justement, par les faits, notamment, et les sinistres importants, voilà, sur les 2 siècles passés, hein, globalement. Et puis ensuite, les équipements techniques, bon, qu'on va encore un peu développer avec Patrice, donc des éléments techniques complets avec des exigences, pardon, des contrôles réguliers, obligatoires, etc. Donc tout ça fait que ces établissements-là, on peut aujourd'hui considérer quand même que, malgré ce qui a été dit tout à l'heure, hein, on a des incendies réguliers, qu'on a quand même un niveau de sécurité, en tout cas en France, qu'on peut estimer complet, grâce quand même à tout ça. Voilà, mais c'est effectivement, il y a tout un système et il faut un suivi. Merci Jean pour cette présentation. Alors, comme ça, on a un tour d'horizon déjà posé. Les choses sont mises à plat, Jean. Alors, pour continuer avec vous, on avait dit qu'on allait aborder maintenant des systèmes de sécurité, Patrice, système de sécurité incendie. Exactement. Peut-être qu'il y a quelques diapos, mais peut-être Jean, il Oui. peut les avancer. Alors, Alors, oh là, il faut pas aller trop vite. Il y a la première, parce que quand j'ai vu cette diapo, je me suis dit, oh là là, mais il y a beaucoup de choses là-dessus. Et il faut bien mettre le micro oui, voilà, devant. exactement. Il y a des acronymes. Alors, est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi Alors, un SSI, oui. tout à fait. Donc un SSI, c'est un système de sécurité incendie. Alors, c'est des dispositifs qui servent à mettre en sécurité incendie un établissement. Donc en fait, les SSI sont régis par les normes NF SSI et ils sont catégorisés en cinq catégories
qui vont du plus complexe, on va dire, au plus basique. Donc en fait, le SSI de catégorie A, qu'on peut considérer comme le plus complet, donc en fait, c'est un SSI qui est équipé d'un système de détection incendie avec des détecteurs automatiques incendie, couplé avec un centralisateur de mise en sécurité, hein, ce qu'on appelle le CMSI. Donc ça, c'est un... Pour remettre la diapo, ça c'est la diapo d'avant, c'est non? Non, c'est celle-ci. C'est celle-là. En fait, voilà, c'est C'est tout petit, hein, c'est exactement. Moi, je l'ai de tête parce que c'est vrai qu'on voit pas là. Donc du coup, oui, c'est la première, c'est la première figure. Et donc, le centralisateur de mise en sécurité, lui, il va gérer le dispositif comme le compartimentage, le désenfumage et l'évacuation générale d'un bâtiment. Donc après, lorsqu'on descend de catégorie, on retrouve le SSI de catégorie B, qui est identique au SSI de catégorie A, la différence qu'il n'a pas de détecteur automatique incendie, uniquement des déclencheurs manuels. Donc on retrouve le centralisateur de mise en sécurité pour gérer toutes les fonctions du SSI de catégorie A. Par la suite, du coup, après, on a des systèmes plus simplifiés qui vont s'adapter on va dire souvent sur des petits établissements, mais ça, c'est les exigences réglementaires qui les définissent. Mais on a les SSI de catégorie C, D et E. Donc là, on n'a plus de CMSI, de centralisateur de mise en sécurité. On se retrouve du coup avec un équipement d'alarme. Donc l'équipement d'alarme, c'est un équipement qui va gérer l'évacuation du bâtiment et qui sera raccordé à des déclencheurs manuels. Suivant les particularités des bâtiments, c'est pour ça qu'il y a 3 catégories. On peut rajouter des dispositifs de commande manuelle qui sont des dispositifs spécifiques pour gérer des asservissements qui sont spécifiques à certains bâtiments. Voilà. Si on revient sur la diapo d'avant, donc là, si j'ai bien compris, il y a une détection, hein, c'est le premier schéma sur la gauche. Exactement. Donc des détections incendie ou des détections manuelles, hein, c'est les deux Tout à choses. fait. Derrière, il y a des automatismes. Exactement. Ça dépend des catégories, donc il y a des automatismes plus ou moins poussés. Exactement. Et ensuite, il y a des actions qui sont déclenchées, hein, les volets, Voilà. des désenfumages, les porte-feux, et en fonction et des alarmes. C'est exactement ça. Donc là, on est dans le SSI de catégorie A, donc le plus complet, où on se retrouve avec une détection automatique incendie. Et déclencheurs manuels, on les retrouve dans toutes les catégories de SSI. Donc après, on a le centralisateur de mise en sécurité, effectivement, qui va gérer les dispositifs tels que le compartimentage, donc les portes coupe-feu, le désenfumage, les volets de désenfumage. Oui, c'est ça, les volets de désenfumage. Et l'évacuation, donc les diffuseurs sonores. Le DAS, c'est quoi? Le DAS, en fait, c'est les équipements qui vont être commandés. Un volet de désenfumage, c'est un DAS. Un porte-coupe-feu, c'en est un aussi. C'est tous les équipements qui vont être commandés par le CMSI et qui sont intégrés en fait dans le scénario de mise en sécurité. Alors, là, on voit, là, avant d'avancer, c'est ce qu'a décrit Jean, si c'est pour comprendre, hein, ce qu'a décrit Jean, c'est qu'il y a des catégories de bâtiments, des catégories de RP, en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le bâtiment. Et donc, j'imagine, il y a une grille qui correspond aux catégories de bâtiments, aux catégories de RP. Ça, c'est normé, tout ça, Alors, c'est les exigences réglementaires qui vont définir le type de la catégorie du SSI, donc suivant le type d'activité et la capacité d'accueil. C'est dans les deux cas. Donc ça, c'est le règlement de sécurité qui va les définir, qui va définir la catégorie du SSI. C'est une grille qui existe et qui est... Oui, c'est réglementaire. C'est-à-dire que dans ce que je montrais tout à l'heure, notamment il y avait les dispositions générales, et puis après, vous aviez un petit cahier à côté sur les dispositions particulières à chaque établissement. Donc, dans chaque établissement, on va définir la catégorie de SSI. C'est-à-dire qu'on va demander que le SSI soit de catégorie A, enfin, ou B, ou ce qu'on veut. Donc ça, c'est pas une grille, mais c'est répertorié comme ça dans chaque domaine et dans chaque type d'établissement, et en fonction de la catégorie de l'établissement. C'est-à-dire qu'on va traiter le première catégorie, pour reprendre cet exemple-là, première catégorie en établissement de soins où les risques sont importants. On a des locaux à sommeil, hein, donc là, la réglementation va imposer un SSI de catégorie A, donc celui que vous voyez à l'écran, le SSI le plus complet. Dans l'équipement, pour reprendre cet exemple-là, chez votre boulanger, on va évidemment avoir que le petit boîtier rouge et encore pour déclencher, pour faire évacuer le public en cas de problème. Donc c'est vraiment défini
complètement normée et définie dans ces textes-là. La première chose à faire peut-être, si je tire le fil, Patrice, c'est que quand vous arrivez dans un établissement, vous commencez votre mission, il faut commencer par faire un audit finalement, voir le bâtiment, sa catégorie, le nombre de personnes, et puis voir si le SSI correspond bien avec ce qu'il faudrait. Tout à fait. Donc là, en fait, on rentre dans le cadre de la mission de coordinateur SSI, pareil, qui est une mission qui est définie par la norme NFS 61931, qui va déterminer le périmètre de la mission de coordinateur SSI. Et donc, la mission de coordinateur SSI, effectivement, son objectif, c'est de définir les besoins en termes de sécurité incendie d'un bâtiment et de s'assurer de la conformité aux normes SSI de l'installation, de sa conception jusqu'à sa réception. Et donc, du coup, cette mission-là, on peut la diviser en 3 parties. Donc, il y a une première partie qui est la partie conception. Donc, effectivement, il y a une phase d'audit dedans, puisqu'on va déterminer le cahier des charges fonctionnelles du SSI, qui va déterminer la catégorie du SSI réglementaire pour l'établissement, plus tous les scénarios de mise en sécurité qui vont en découler suivant la taille de l'établissement et les besoins de l'établissement. La deuxième phase, après, c'est le suivi et la validation des plans d'exécution des entreprises et de vérifier l'adéquation avec le respect du cahier des charges fonctionnelles SSI. Et la dernière phase, c'est la phase réception qui va valider la conformité de l'installation qui va être mise en place par la rédaction d'un rapport de réception technique du SSI, pareil, qui est défini par les normes, et l'élaboration d'un dossier d'identité du SSI qui va être nécessaire à l'exploitation du bâtiment. Donc ça, c'est la mission de coordinateur sécurité SSI. Donc ça, on décrit plutôt des bâtiments neufs, construits, là. Pas que. Pas forcément, pas que. En fait, la mission de coordination SSI, ce qui va la définir, c'est surtout les exigences réglementaires. Parce que à partir du moment où un SSI est imposé réglementairement, il faut une mission de coordination SSI derrière, puisqu'il faut valider la conformité de l'installation. Et c'est un document aussi qui va permettre aussi à l'administration de déterminer voilà, l'ouverture d'un établissement. Oui, pour compléter, ça fait partie aussi des éléments obligatoires. Je parlais tout à l'heure du RFCT. Mais le contrôleur technique, lui, il va établir son document et il va réclamer au coordonnateur SSI. Alors évidemment, là, je parle de bâtiments importants, hein. Il va réclamer au coordonnateur SSI son rapport. Et son rapport, il l'intègre dans son document à lui, hein, le RFCT. Donc ça fait partie pleinement d'un document nécessaire pour, je reprends l'exemple de tout à l'heure, pour ouvrir au public. Sans ce rapport-là, donc du coordonnateur SSI et donc de l'organisme agréé, en théorie, on n'ouvre pas l'établissement. Donc, dans le cadre d'ouverture, de travaux neufs, mais même de remplacement d'installation, de réaménagement, ce sont des documents indispensables. Et pour compléter ce que disait Patrice, c'est cette mission, bon, qui est relativement ancienne quand même, la mission de coordination SSI, à l'origine, elle a été établie pour une raison assez simple. C'est que sur des très grands établissements, eh ben, on se rendait compte que ça ne fonctionnait pas à la fin. C'est-à-dire qu'on avait de la détection incendie, on avait des déclencheurs manuels, on avait des systèmes de désenfumage, mais il n'y avait pas, d'où son nom, hein, de coordination entre les différents lots. Ça pouvait être des lots qui étaient attribués à différentes entreprises. Et à la fin, on se rendait compte que ça ne marchait pas. Il n'y avait pas eu d'échanges où les échanges pouvaient être compliqués entre les différents intervenants, d'où cette mission de coordination SSI qui a été ensuite introduite pour éviter cela. C'est-à-dire que sur des grands établissements, eh bien, on a cette mission qui est importante parce qu'elle coordonne, elle met en lien les différents intervenants et à la fin, surtout, elle établit un rapport d'essai, un rapport de conformité aux normes qui définit le bon fonctionnement de ce SSI. Les nouveaux risques incendies, alors on a commencé à en parler, là, l'IRVE. Alors, nouveau risque, oui. Alors, les IRVE. La mobilité électrique. Hein, voilà, plutôt la mobilité électrique. Alors, on en avait déjà parlé dans une précédente conférence, mais effectivement, là aujourd'hui, ce qu'on rencontre bien souvent, alors au-delà des IRVE, bon, on en a beaucoup parlé, il y a un risque potentiel, mais pour le coup, sur les ERP, c'est assez maîtrisé parce qu'on a une réglementation très contraignante, hein, comme je l'indiquais. Pour le coup, on est voilà, plus à l'aise dans la gestion de ces risques-là, en tout cas de ce risque-là lié aux IRVE.
On n'a pas forcément le même cas en habitation, on en avait déjà parlé, mais ou en code du travail, hein, d'ailleurs. Donc en ERP, on est assez tranquille sur ce sujet-là. Après, on a Ça, c'est les parkings, mais oui. le parking, quand c'est un ERP, est-ce qu'il faut il y a les mêmes contraintes incendie qu'un Alors oui. ERT? Alors, il n'a pas les mêmes contraintes incendie Ah oui. qu'un ERT parce que dans l'ERP, on est régi par un arrêté, bien précis, hein, l'arrêté du 9 mai 2006, hein, de mémoire. Et donc là, on a toutes les contraintes et les mêmes contraintes finalement qu'on rencontre, pour la superstructure, hein, donc avec des règles bien précises. Donc sur les IRVE, on est carré, si on répond aux règles, c'est géré. Par contre, le code du travail, lui, et le parking dit code du travail ou s'il reçoit que des travailleurs, il n'est pas du tout régi sur les mêmes règles. Et là, pour le coup, on peut faire à peu près, pour revenir aux IRVE, à peu près ce qu'on veut, donc les problématiques qu'on peut rencontrer lors de certains sinistres. Et sur la mobilité électrique, et on rencontre donc, pour continuer sur ce sujet-là, on rencontre les mêmes problématiques qu'au quotidien, hein, c'est-à-dire les risques, c'est le chargeur de portable, c'est le chargeur de la trottinette électrique. Mais si vous voulez, sur les ERP, comme c'est beaucoup plus encadré, comme, il y a aussi une exigence, particulière, il y a aussi des interdictions, dans certains cas et comme vous êtes dans un espace public, mais qui est quand même surveillé, hein, aussi bien par les exploitants, je dirais que le risque est plus maîtrisé, enfin à mon sens, hein, le risque est plus maîtrisé que dans un environnement en code du travail ou que dans un environnement, en bâtiment d'habitation où là, il n'y a pas vraiment de cadre et on est sur la responsabilité de chacun. Là, sur l'ERP, et pour en revenir à ce qu'on disait au départ, l'ERP, on a vraiment une surveillance de l'administration, mais aussi une surveillance de fait du gestionnaire, hein, de l'équipe de gestion ou du propriétaire ou de l'exploitant. Et là, pour le coup, on n'y fait pas n'importe quoi. Donc, moi, à mon sens, on a une situation moins à risque que dans d'autres établissements. Petite anecdote, on a droit à une par jour, hein, vous savez les anecdotes, mais je suis allé à la piscine récemment, la semaine dernière, et il y a une personne qui rentre dans la piscine avec sa batterie de vélo sous le bras. Alors moi qui suis un peu sensibilisé maintenant par Jean sur ces aspects-là, je me dis: «Est-ce qu'on a le droit de rentrer avec sa batterie de vélo sous le bras et la mettre dans un vestiaire, d'établissement recevant du public?» Alors, si on charge pas la batterie, il y a pas de risque particulier, hein. D'ailleurs, on l'avait déjà évoqué ici, je crois, mais les risques sont vraiment, lors de la charge Ah, c'est de quand ces on branche, batteries, c'est voilà. ça. Ouais. Donc, il y a une instabilité de la batterie, il y a éventuellement une surchauffe. Heu, à la rigueur, rentrer avec la batterie, c'est pas choquant, hein. Après, il peut la mettre dans son sac et effectivement, on n'y voit pas grand-chose. Mais effectivement, on peut se poser la question, c'est s'il devait la mettre en charge, là, ce serait peut-être un autre. Déjà, il n'aurait pas le droit, nécessairement le droit et là, pour le coup, il y aurait un autre sujet, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, les nouveaux risques incendies, est-ce qu'il y avait d'autres choses à lister, Jean, Non, je pense que sur les nouveaux risques, en tout cas, ce qu'on peut dire, hein, c'est qu'en ERP notamment, il y a une meilleure maîtrise que dans les autres établissements du fait qu'on a un suivi qui est et un regard aussi qui est différent.